Bienvenue pour la présentation de notre projet de fin d'année en informatique, mené par Besognier Louis, Julien Pornet et Tom Le Pellissier. Nous avons pour ce projet créé un petit jeu, appelé le Touillant. Vous pouvez le télécharger et obtenir le fichier suivant. Une fois le fichier ouvert, vous pourrez trouver deux nouveaux fichiers, intitulés Guide d'initialisation et Programme. L'autre est un exécutable, pour lancer notre jeu. Dans le guide d'initialisation, il y a un fichier texte, vous expliquant comment obtenir Python, ainsi que la bibliothèque Pygame, essentielle à l'affichage de notre jeu. Pour obtenir Python, nous vous avons mis un exécutable. Pour obtenir la bibliothèque Pygame, il vous suffit d'aller dans votre shell Windows et de recopier la ligne de code que nous avons mis afin de télécharger Pygame. Une fois que l'initialisation est faite, vous pouvez jeter un œil à nos programmes. Dans ce fichier, il y a différents fichiers pour stocker toutes les données dont nous avons besoin, ainsi que des fichiers contenant notre code. Si vous avez suivi l'initialisation, vous pouvez maintenant double-cliquer sur Lancement Touillant pour lancer notre jeu. La fenêtre s'ouvre alors. Maintenant que la fenêtre est ouverte, vous pouvez voir le nom de notre jeu, ainsi qu'un espace qui va vous permettre de rentrer votre nouveau pseudo pour la partie que vous allez jouer. Ne vous en faites pas, vous pouvez le changer après. Néanmoins, vous ne pourrez pas mettre un pseudo trop long, car le nombre de caractères est limité par le programme. Une fois le pseudo entré, vous arrivez sur le menu de notre jeu. Sur ce menu, vous avez 6 possibilités. Si vous voulez changer de pseudo, vous pouvez appuyer sur F5 et rentrer tout simplement un nouveau pseudo. Il sera enregistré et pris en compte par le logiciel. Vous pouvez appuyer sur F4 afin d'afficher les règles du jeu. Le principe de notre jeu est simple. Vous allez devoir être le plus rapide possible. Vous aurez un petit personnage, à la manière de Mario Bros. Et, en parcourant différents niveaux, vous allez devoir trouver des mini-jeux que vous lancerez et que vous devrez faire le plus rapidement possible, sans faire de faute. En effet, lorsque vous vous trompez, vous aurez du temps supplémentaire, qui viendra agrandir votre score. L'objectif est d'avoir le plus petit temps possible, donc un score très petit. En appuyant sur F3, vous découvrez une nouvelle fonctionnalité de notre menu, l'entraînement mini-jeu. Ici, vous pouvez vous entraîner et voir la liste de nombreux jeux qu'il y a ici. Il y a 8 jeux dans notre jeu principal, ainsi qu'un jeu final, qui n'apparaît pas ici. Dans cette fenêtre, on voit les high scores réalisés par les gens qui ont joué aux différents jeux. Par exemple, pour le jeu appelé le Juste Prix, numéro 1, le record est de 65 secondes, par le joueur qui avait le pseudonyme Tom. On peut voir aussi en bas de la fenêtre le record du jeu final, c'est-à-dire le total du jeu, une fois que la personne a fait tous les mini-jeux. Il est actuellement de 826 et détenu par Tom. Dans cette fenêtre entraînement mini-jeu, vous pouvez aussi vous entraîner aux différents mini-jeux, mais nous allons y revenir plus tard. Une autre option de notre menu est le fait de pouvoir quitter le jeu à tout moment. Lorsque vous appuyez sur F6, toute la fenêtre se fermera et vous pourrez de nouveau relancer le jeu si vous souhaitez y rejouer. Il y a aussi une fonction gestion sauvegarde. On le verra plus tard, mais celle-ci permet de sauvegarder et de rejouer à votre partie. Si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre une musique en fond de notre jeu. Nous avons implémenté 3 différentes musiques dans le jeu qui vont changer en fonction de vos actions. En effet, l'environnement sonore d'un jeu vidéo est très important. Ces musiques vont reboucler sur elles-mêmes et elles sont aisément modifiables si jamais quelqu'un veut mettre une nouvelle musique, ou alors changer une musique existante. Maintenant, appuyez sur F1 et lançons une nouvelle partie. Lorsqu'une nouvelle partie se lance, nous arrivons dans le premier niveau du jeu, le niveau 0. Nous prenons alors le contrôle de notre petit personnage, qui se déplace à l'aide des touches directionnelles du clavier. Notre personnage peut alors se déplacer à gauche, à droite et aussi sauter. Un double saut est possible lorsque nous sautons une fois et que nous arrivons au sommet de notre premier saut. Ce double saut permet d'atteindre des plateformes qui ne seraient pas atteignables par un saut normal. Lorsqu'on arrive sur une des bordures de l'écran, nous changeons de niveau. Par exemple ici à gauche, nous arrivons dans le niveau numéro 1. Pour gérer le saut de notre personnage, nous utilisons un système de gravité.
Cela signifie que notre personnage est ramené vers le sol en permanence jusqu'à ce que celui-ci touche le sol ou alors le haut d'une plateforme. Par exemple ici, en sautant sur une plateforme, notre personnage s'arrête tout de suite au-dessus. Grâce à ce système, on peut sauter de plateforme en plateforme. Un système de collision est aussi implémenté. Notre personnage ne peut pas traverser de plateforme. 3 types de plateformes sont implémentés dans le jeu. De grosses plateformes normales, des plateformes fines qui sont aussi traversables, mais seulement lorsqu'on arrive en dessous de cette plateforme. Ainsi que des murs que l'on ne peut pas traverser. On peut bien entendu sauter dessus si cela est possible. Toutes les plateformes contenues dans les niveaux sont représentées dans un fichier constant. Il est très facile de modifier une plateforme, d'en rajouter une, de changer son image, de changer sa taille, ou même d'ajouter différents niveaux. Tout est pris en compte automatiquement. Le but de notre jeu est donc de terminer tous les mini-jeux cachés à travers les différents niveaux. Ces mini-jeux sont représentés par des icônes telles que celle-ci, qui représente un labyrinthe. Le temps que l'on passe à travers les différents niveaux est représenté en haut à gauche. Celui-ci est différent du temps passé dans les mini-jeux. Notre pseudo s'affiche en haut à droite, ainsi que le nombre de mini-jeux qu'il nous reste à faire avant de terminer le jeu. Maintenant que nous avons trouvé notre premier mini-jeu, nous pouvons déplacer notre personnage jusqu'à son icône et appuyer sur Entrée. Cela va lancer le mini-jeu. Il y a un système de détection qui regarde si notre personnage se trouve au niveau de l'icône. Nous voici sur le premier mini-jeu, le labyrinthe. Chaque mini-jeu se présente de la même façon. À gauche, le jeu, ainsi qu'à droite, un rappel des règles et parfois des astuces. En arrivant dans un mini-jeu, la musique de fond change. Vous écouterez la deuxième musique que nous avons implémentée, qui tournera en boucle lorsque vous serez dans un mini-jeu. Dans ce jeu labyrinthe, nous devons déplacer notre personnage jusqu'à la sortie qui est en bas à droite. Pour cela, nous pouvons utiliser les flèches directionnelles du clavier. Le nombre de coups que l'on effectue est comptabilisé, ainsi que le temps total mis pour réaliser le labyrinthe. Pour démarrer une partie d'un mini-jeu, le programme attend que l'utilisateur appuie sur F1. Si jamais le jeu est considéré comme trop dur ou trop long pour l'utilisateur, il peut appuyer sur la croix en haut à droite et ainsi quitter le mini-jeu. Il aura cependant une pénalité en points. Il faut savoir que pendant le mini-jeu, le programme principal, où il y a notre petit personnage et les plateformes, est mis en pause. Maintenant, démarrons notre partie en appuyant sur F1 et essayons de résoudre ce labyrinthe. Mais attention, ce labyrinthe qui a été généré aléatoirement n'est pas banal. Au bout d'un moment, notre labyrinthe change de disposition. Grâce à l'algorithme de Prim's, cela permet de générer un labyrinthe automatique où tous les sommets sont accessibles. Cela nous permet de pouvoir rejoindre la sortie, mais de modifier le labyrinthe pour le rendre un peu plus compliqué à résoudre. Au bout de 30 secondes, un indice apparaît en bas à droite. Celui-ci nous conseille de rester à côté d'un mur et d'attendre que le labyrinthe change de disposition pour espérer que notre mur se débloque, et ainsi résoudre le labyrinthe. Une fois arrivé au bout de notre labyrinthe, la fenêtre Victoire apparaît. Celle-ci nous indique le temps que l'on a passé dans notre labyrinthe, le score que l'on a, ainsi que le temps supplémentaire que ce jeu nous a donné. Je rappelle que l'objectif principal est d'avoir le moins de temps supplémentaire à la fin du jeu. Ce dernier peut être négatif pour de très bons joueurs. Au bout de 5 secondes, la fenêtre de fin du jeu se ferme et nous nous retrouvons dans notre jeu d'origine. L'icône du labyrinthe a disparu, car nous ne pouvons pas y rejouer plusieurs fois, seulement une fois par jeu. Même en appuyant un grand nombre de fois sur la touche Entrée, rien ne se lancera, le jeu a disparu. On peut observer que nous avons notre temps supplémentaire qui a été ajouté en haut à gauche, ainsi que le chrono du jeu principal qui reprend son cours. Le nombre de mini-jeux à faire a été réduit de 1 en haut à droite.
Maintenant, allons chercher un nouveau mini-jeu. À droite par exemple. Nous avons trouvé le jeu Morpion. Lançons-le. La disposition de ce mini-jeu est semblable à celle du labyrinthe. Ici, nous utilisons la souris pour cliquer et résoudre ce morpion géant. Si nous ne possédons pas de souris, il est possible de résoudre le morpion en utilisant les chiffres du clavier. Le principe de ce morpion est simple. Vous jouez un morpion normal, mais lorsque vous cliquez à un endroit de votre morpion, votre adversaire devra jouer sur le morpion indiqué par l'endroit où vous avez mis votre croix. C'est un ensemble de 9 morpions dans un morpion géant. Votre but est de gagner les sous-petits morpions afin de former une grande ligne de croix sur le morpion géant. Un carré rouge est présent pour nous indiquer le morpion sur lequel nous devons jouer. Si jamais nous devons jouer sur un morpion déjà terminé, nous avons alors le choix de jouer n'importe où. Maintenant, finissons cette partie. Une fois la partie finie, nous pouvons découvrir notre score comme sur le labyrinthe. Ici, nous avons fait un temps de 71 et un score de tout. Notre temps final bilan est donc de 193 secondes. De retour sur le jeu principal, notre temps supplémentaire est de 272 secondes. Les 193 plus les 79 précédentes. Allez, plus que 7 mini-jeux. Le troisième jeu découvert est le Picross. Ici, nous devons griser le bon nombre de cases correspondantes pour chaque ligne et chaque colonne. Le nombre de cases grisées pour chaque ligne et colonne est indiqué en haut et à gauche par des nombres. Lorsque deux nombres sont espacés, cela signifie qu'il y a au minimum une case entre ces deux nombres. Par exemple, il est facile de deviner que la première ligne comporte 12 cases, toutes grisées. Mais la seconde ligne comportera 3 cases grisées, un nombre d'espaces, puis, de nouveau, 3 cases grisées. Pour trouver où sont situées précisément les 6 cases de la deuxième ligne, nous devons trouver des indices en résolvant les différentes colonnes et lignes du jeu. Pour s'aider, il est possible de poser des croix avec le clic droit de la souris, afin de bloquer des cases. Ici encore, si vous ne possédez pas de souris, il y a une méthode avec le clavier pour sélectionner les colonnes et les lignes afin de mettre une croix ou de griser une case. Au clavier, si vous sélectionnez la mauvaise ligne, par exemple en appuyant sur 5, ne vous en faites pas, vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur n'importe quelle autre touche, ce qui effacera votre choix. Vous pourrez alors faire un choix différent. Finissons ce Picross maintenant. Une fois que toutes les cases sont justes et que nous remplissons la dernière case, la fenêtre de victoire apparaît. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours quitter avec la croix, mais vous aurez un malus. Ne vous en faites pas, vous pourrez vous entraîner plus tard. Ici par exemple, le joueur Tom a été très bon. Il a obtenu alors un score négatif, qui va lui permettre de réduire son temps supplémentaire. Nous avons aussi caché un niveau secret dans notre jeu, un easter egg. Il n'est accessible que pour les joueurs les plus habiles à l'aide d'un double saut. Une fois arrivé dans ce niveau secret, vous aurez un bonus de 60 secondes qui viendra réduire votre temps supplémentaire. Mais attention, vous êtes maintenant au bout des niveaux à droite. Vous ne pouvez pas aller plus loin, un mur vous barre la route. Cela peut être modifié si vous souhaitez ajouter de nouveaux niveaux. Attention, sortir de ce niveau secret n'est pas facile non plus. Maintenant, nous allons effectuer le jeu du pendu, mais pour l'atteindre, il faut passer par la fenêtre de droite. Le jeu du pendu est un peu différent des autres. En effet, les explications disparaîtront lorsque vous commencerez votre partie. Le jeu va se dérouler en 6 manches, où vous devrez trouver le mot caché. Mais attention, à chaque manche, donc chaque mot, vous n'aurez le droit qu'à 6 erreurs. Les mots demandés sont tirés aléatoirement dans une base de données. Une fois dans le jeu, vous avez en haut à gauche le temps qui défile. En bas à gauche,
vous avez les lettres déjà demandées. En haut à droite, le nombre de fautes que vous avez fait pour ce mois-ci. Et en bas à droite, le nombre de niveaux que vous avez remporté depuis le début du jeu. Finissons notre partie maintenant. Attention, les derniers mots sont un peu plus durs à trouver. Notre partie est maintenant terminée et la fenêtre de fin s'affiche. Notre temps supplémentaire est donc de moins 92 secondes. Il y a une petite erreur sur le mot. De retour sur la fenêtre principale, il ne nous reste plus que 5 jeux à faire et nous avons 64 secondes de temps supplémentaire. Continuons notre partie. Je vais faire une pause pour vous montrer le système de sauvegarde du jeu. À tout moment de votre partie, vous pouvez appuyer sur Échappe pour mettre le jeu en pause et arriver sur le menu de départ. Il n'est par contre pas possible de mettre le jeu en pause pendant un mini-jeu. Pour certains jeux, cela vous permettrait de tricher sinon. Une fois dans le menu de pause, nous pouvons appuyer sur F2, Gestion de sauvegarde, pour voir les différentes sauvegardes du jeu. La sauvegarde 0 est déjà utilisée par un joueur qui avait pris le pseudo Tom. Nous sélectionnons alors la première sauvegarde qui elle est vide. Nous appuyons sur 1. Puis, nous appuyons sur Entrée pour sauvegarder notre partie. En quittant le menu sauvegarde et en revenant dedans, nous pouvons observer que notre sauvegarde a bien été prise en compte. La sauvegarde 1 est maintenant utilisée par Tom encore. Pour supprimer la sauvegarde voulue, vous pouvez appuyer sur le numéro, par exemple ici 1, puis sur Supr pour effacer cette sauvegarde et la rendre disponible à nouveau. Sauvegardons alors notre partie et lançons la sauvegarde 0 utilisée par l'ancien joueur Tom pour voir si celle-ci fonctionne. Nous arrivons bien dans une partie complètement différente de la nôtre. Maintenant, reprenons la sauvegarde faite auparavant. Relançons-la et nous pouvons voir que nous sommes revenus à notre point d'origine. Il est maintenant temps de finir ce jeu. Pour atteindre le prochain jeu, situé en haut à droite, nous pouvons soit double sauter et appuyer sur Entrée lorsque notre personnage passe devant, ou alors, comme ici, nous allons passer par la plateforme au-dessus. Ce jeu est un juste prix. Il nous faut deviner le prix de 3 différents objets dans 3 fourchettes différentes. À chaque fois, nous ne pouvons que savoir si le prix est plus haut, plus bas, ou si nous avons trouvé le bon prix. Les prix proposés sont enregistrés et indiqués en bas de la fenêtre. Nous avons terminé ce jeu avec un temps supplémentaire de 94 secondes. Le prochain jeu s'appelle Propagation. Ici, nous devons sélectionner une case et espérer que nous allons envahir plus de cases que la couleur opposée. Nous pouvons ici jouer aussi au clavier ou à la souris. Une fois le jeu lancé et la première case sélectionnée, nos couleurs se diffusent. Le nombre de cases envahies est noté en temps réel en fonction de la couleur, en bas à droite du jeu. Attention, plus nous gagnons de manches, plus nous aurons d'adversaires à affronter. Ces adversaires pourront même avoir une couleur commune, ce qui les rendra encore plus durs à battre. À chaque manche, notre score nous est donné à la fin de celle-ci. Ici, nous avons perdu à la 3e manche. Le jeu suivant est un jeu de mémorisation. Une suite va s'afficher à l'écran et nous devons ensuite la reproduire avec la souris ou le clavier. Plus nous réussissons de suite, plus celle-ci devient compliquée. À la première erreur, le jeu s'arrête et nous affiche notre fenêtre de fin. Ici, nous avons obtenu un temps supplémentaire de 48 secondes. Jeu suivant, un démineur. Le principe est simple et connu de tous. Nous devons trouver l'emplacement de toutes les bombes. Lorsque nous trouvons une bombe, nous devons mettre un drapeau sur cette bombe. Une fois que les 40 bombes indiquées en bas à droite
ont été découvertes, nous gagnons la partie. Ici encore, il est possible de jouer à la souris ou au clavier. Après avoir appuyé sur F1, nous devons cliquer sur une case à l'aveugle pour démarrer la partie. Si jamais nous tombons sur une bombe, nous reviendrons à la fenêtre de démarrage du jeu. Nous pourrons alors appuyer sur F1, puis ensuite resélectionner une nouvelle case, jusqu'à ce que l'on débloque un nombre de cases suffisant pour démarrer une partie. Finissons ce démineur. Une fois que nous avons découvert toutes les cases et que nous connaissons l'emplacement de toutes les bombes, la partie s'arrête, même si les dernières cases ne possèdent pas de drapeau. Nous avons donc un bonus de moins 58 secondes à notre temps. Je le rappelle, il faut avoir un temps supplémentaire le plus petit possible. Il ne nous reste maintenant plus qu'un jeu à faire sur la fenêtre de gauche. Attention, ce niveau est piégé. La plateforme n'en est pas vraiment une, nous passons au travers, cela évolue. La véritable plateforme est cachée dans les nuages à droite. Pour se rendre compte de la position de cette plateforme dans les nuages, nous pouvons changer de fenêtre et voir que 4 nouveaux nuages sont apparus. Ils sont en fait des plateformes. Nous pouvons maintenant lancer le dernier jeu. Il s'appelle Clic Rapide. Dans ce jeu, nous devons cliquer le plus rapidement possible sur la case entourée en rouge par le programme. Si nous ne possédons pas souris, nous pouvons aussi utiliser le clavier. Notre temps supplémentaire est de 60 secondes. De retour sur le jeu principal, nous pouvons voir que nous avons fait tous les jeux. Il nous en reste 0 à faire. Mais attention, un nouveau jeu est apparu, c'est le jeu final. Pour pouvoir faire ce dernier jeu, nous devons retourner sur le niveau de départ. L'icône du dernier jeu est bien là, tout en haut. Allons dessus et lançons-le. Le dernier jeu est un quiz. Nous devons le faire le plus vite possible, mais sans nous tromper. Les questions sont stockées dans un fichier à part et sont tirées aléatoirement. Il est facile d'en ajouter à la main et de mettre les 4 réponses possibles. Comme vous pouvez l'entendre, la dernière musique que nous avons mis dans le jeu se lance. C'est la musique de fin. Les dernières questions sont des questions un peu plus dures. Lorsque nous avons fini le quiz, le jeu nous dit combien de temps supplémentaire nous avons obtenu. Puis, cette fois-ci, nous avons le score final. Ici, nous avons perdu 216 secondes. On a fini le jeu avec 415 secondes de déplacement. Enfin, notre score final est donc de 631 secondes. C'est un bon score. Le menu de fin du jeu est un sous-menu où l'on peut directement recommencer une nouvelle partie, ou alors sauvegarder le score que l'on a obtenu, ou enfin, simplement quitter le programme. Ici, l'on sauvegarde notre score, puis nous lançons une nouvelle partie. Notre score a réussi à dépasser les anciens scores enregistrés. Nous avons effectué un nouveau record. L'information nous est donnée à la fin de notre partie. En réappuyant sur F3 et en ouvrant Entraînement mini-jeu, nous pouvons voir qu'en bas, notre score est affiché. En effet, c'est le meilleur score actuel. Dans Entraînement mini-jeu, nous pouvons aussi s'entraîner et tester les différents jeux implémentés dans le programme. En sélectionnant Labyrinthe, avec la touche 0, et en appuyant sur Entrée, nous pouvons faire une partie du labyrinthe, sans jouer au jeu principal. Ici, l'on préfère quitter la partie du labyrinthe. Si en faisant un mini-jeu, ou en s'entraînant à un mini-jeu dans Entraînement mini-jeu, nous battons un record d'un mini-jeu, celui-ci s'affichera directement sous cette forme. Avis aux tricheurs qui voudraient changer leur record à la main, ou alors mettre de fausses sauvegardes. Si vous allez dans le fichier record, vous pouvez voir que ce dernier est crypté en langage ASCII. Il vous sera alors très compliqué de mettre un nouveau record. En allant dans les fichiers de sauvegarde, il est de même pour chaque sauvegarde.
Les sauvegardes vides quant à elles ne contiennent rien. Si vous avez enregistré votre score à la fin de votre jeu, vous pouvez aller dans le fichier score, l'ouvrir, et vous verrez alors votre score enregistré par l'ordinateur. Cela permet à l'ordinateur de connaître les derniers scores faits. Pour terminer la présentation de notre prochaine informatique, nous allons rentrer dans les détails techniques de notre jeu. Comme nous l'avons vu au début de la vidéo, en cliquant sur le dossier programme contenu dans le dossier principal, nous pouvons entrer dans le cœur du jeu. Toutes les données utilisées pour faire marcher ce petit jeu sont réparties elles-mêmes dans différents dossiers, tels que les images, les mini-jeux, les musiques, les records, les sauvegardes, les scores faits, ainsi que 3 fichiers Python, constantes, fonctions classe et menu-jeux, permettant la gestion du jeu principal. Commençons d'abord par les images. Ce dossier contient toutes les images utilisées dans le programme principal pour faire marcher le jeu de plateforme. Si l'on souhaite modifier ou ajouter des images au jeu, c'est dans ce dossier-là qu'il faut les déposer. Il y a donc les images relatives à nos plateformes, nos murs, notre fond d'écran, la police de caractères utilisée, notre personnage et les mini-jeux. 2 images utilisées pour le personnage dans les premières heures de développement du jeu sont glissées dans le dossier. Nous pouvons les supprimer et elles ne nous servent plus. Les images utilisées pour le personnage actuel sont dans ce dossier car il y en a beaucoup pour ses déplacements à droite et à gauche. Le dossier mini-jeu quant à lui contient les icônes des mini-jeux présents dans le jeu de plateforme. Revenons en arrière et ouvrons le dossier mini-jeu. Ce dernier contient un dossier par mini-jeu. Dans chaque dossier, ici clic rapide par exemple, nous retrouvons toutes les images utilisées pour afficher ce mini-jeu, ainsi qu'un fichier Python contenant tout le code permettant de faire marcher ce mini-jeu. Le dossier musique, quant à lui, contient les 3 musiques utilisées pour le jeu. Pour ajouter ou modifier des musiques, il faudra mettre les musiques voulues dans ce dossier. Les dossiers record, sauvegarde et score ont déjà été présentés. Parlons maintenant des 3 fichiers Python principaux. La fonction qui lance le jeu est contenue dans le fichier menu mjeu. Ce fichier est appelé dans le fichier lancement touillant qui vous permet de facilement lancer le jeu quand vous êtes à la racine du dossier. Commençons par le fichier constante, déjà ouvert de notre éditeur de texte. Ce fichier rassemble toutes les constantes du jeu afin qu'elles soient facilement accessibles et modifiables pour agrandir le jeu par exemple. Il y a donc par exemple la taille de la fenêtre utilisée, l'image utilisée en fond d'écran, le titre de notre jeu que l'on affiche sur la fenêtre, ainsi que les différents niveaux du jeu, les plateformes, leur taille, leur position, leur nombre, de même pour les mini-jeux, avec la position des icônes des mini-jeux, leur taille. Tout est ensuite stocké dans des tableaux qui sont envoyés dans le programme principal. Ce dernier se charge alors de lire les informations reçues et de mettre les plateformes à leur bon emplacement, de même pour les mini-jeux, et s'assurer que tout le niveau est fonctionnel. Dans ce fichier constante, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec notre personnage, c'est-à-dire les images utilisées pour le personnage, sa taille, mais aussi des constantes techniques pour le saut du personnage, la puissance de ce saut, et la gravité qui s'applique aussi au personnage. Un second fichier vital au jeu est le fichier fonction classe. Dans celui-ci, on retrouve notamment la classe définissant notre personnage, les plateformes et les mini-jeux, qui va permettre de créer des objets visibles par le programme. Il y a aussi de multiples fonctions propres à ces classes, comme le déplacement du personnage, son saut, mais aussi les collisions avec les différentes plateformes, la gestion de la gravité, et encore bien d'autres fonctions utilisées par le programme principal. Passons à notre dernier programme, notre main programme appelé menu mjeu. Ce programme centralise alors les constantes ainsi que les classes et fonctions vues auparavant pour nous permettre de jouer à notre jeu. Nous avons tout d'abord une initialisation ainsi qu'une gestion de l'affichage d'un mini-jeu, de l'affichage de notre personnage, ainsi que l'affichage de tous les niveaux présents dans le jeu et des plateformes. Pour finir, le code gère aussi la musique et la partie la plus importante, le menu de sélection. C'est ici que l'on choisit d'aller dans le jeu, de s'entraîner à des mini-jeux, de sauvegarder, d'afficher des règles ou bien de quitter le jeu.
Pour finir sur cette dernière partie technique, voici une vue rapide de tous les codes des mini-jeux. Ce jeu, réalisé par Tom Le Pellissier, Julien Pornet et Besognier Louis, a été codé de manière à ce qu'il soit très facilement modifiable si quelqu'un souhaite le modifier en ajoutant des niveaux, des plateformes, différentes musiques, différentes images, un personnage différent, de nouveaux mini-jeux, ou bien modifier la physique du jeu pour que le personnage saute différemment, qu'il aille plus vite, et que chacun puisse créer avec cette base un jeu à sa propre image. Pour conclure, nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo afin de comprendre tous les détails de ce projet qui nous a passionnés. Et nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que nous à jouer et d'essayer de battre le meilleur score.